Il y a les ravageurs réguliers du maïs, ceux que tout maïsiculteur connaît. Et il y a les ravageurs discrets, exceptionnels et localisés, les ravageurs inhabituels. Écoutez bien cet épisode, ils n'auront plus de secret pour vous. Ne vous laissez pas surprendre. Des antennes dans les champs, le podcast qui vous accompagne au jour le jour dans la surveillance de vos parcelles. Aujourd'hui, les ravageurs inhabituels du maïs, avec nous Tony Daniel et Vincent Guis, tous deux ingénieurs solutions agroécologie chez Syngenta, et notre spécialiste André Fougeroux, président de la commission ravageurs et auxiliaires de Végéfil, la plateforme d'échange scientifique sur la santé des végétaux. Des antennes dans les champs, un podcast proposé par Syngenta. Dites-nous d'abord André, qui sont-ils ces ravageurs inhabituels ? Alors, on les qualifie souvent de ravageurs secondaires parce qu'ils apparaissent moins fréquemment. Mais moi, je préfère utiliser le terme d'inhabituel parce que leur présence est localisée, toujours surprenante, régionalisée, voire localisée dans le temps. Qu'est-ce qui les différencie des autres ravageurs ? C'est l'attention qu'on leur porte, c'est surtout ça qui va les différencier. Aujourd'hui, avec la réduction des insecticides disponibles, le réchauffement climatique, les échanges commerciaux de plus en plus intenses, ces ravageurs qui sont dits inhabituels deviennent de plus en plus préoccupants. Tony Daniel, est-ce que ces ravageurs ont des stades d'attaque de prédilection ? Alors oui, en fait, le niveau de risque pour le maïs dépend du stade de développement de la culture. Forcément, ce sont les premiers stades qui sont les plus sensibles. Alors même si ces insectes inhabituels peuvent s'attaquer à des stades un peu plus développés, globalement, on s'accorde à dire qu'au-delà de 10 feuilles du maïs, si vous voulez, le risque est quasi nul. Quel type de dégâts font ces ravageurs atypiques, Vincent Guis, et plus spécifiquement au niveau du sol ? En fait, il en existe de plusieurs sortes et on peut les rassembler en 4 grandes catégories. Tout d'abord, les perforateurs grignoteurs de graines. Alors avec eux, c'est simple, le maïs, ça lève pas du tout, comme par exemple la larve de la mouche des semis. Après, les grignoteurs gourmands qui vont ronger les pieds de maïs en allant jusqu'à leur destruction, comme par exemple le ver gris, le ver blanc, les piales. Après, les adeptes des petites morsures, alors ceux qui s'attaquent aux radicelles et aux racines, ce qui affaiblit la plante, comme par exemple la scutigérelle et diabrotica. Et pour terminer, ceux qui s'attaquent à la structure aérienne de la plante, provoquant talage, poireautage ou décoloration et flétrissement des premières feuilles, comme par exemple la géomise et l'ocynie. On va essayer de mieux les cerner. Dites-nous d'abord, Vincent, quel est celui qui est le plus invisible dans ces attaques ? Le plus invisible, je dirais que c'est la scutigérelle, car c'est un petit mille-pattes qui fuit la lumière et qui est très mobile, donc très difficile à observer et pas présent partout. Par contre, quand la scutigérelle est présente dans la parcelle, elle provoque des gros retards de croissance et par conséquent des pertes importantes, allant jusqu'à 50% du rendement. Et le plus difficile à combattre ? Sans aucun doute, les mouches, avec géomise et ocynie, surtout qu'aujourd'hui, il n'existe pas à ce jour de solution suffisamment efficace et homologuée. Et en plus, aucun modèle de prévision n'est accessible aujourd'hui sur ces deux ravageurs. Enfin, Tony, d'après vous, quel est le plus féroce dans ces attaques ? Alors, sans aucun doute, Diabrotica, en fait, l'insecte, en s'attaquant aux racines du maïs, provoque des pertes de rendement importantes, jusqu'à 80%. En tout cas, c'est ce qu'on observe en Europe centrale et en Italie, là où il est bien installé. Après, en France, il faut tout de même relativiser, on n'a pas encore vu ce niveau d'attaque. Une fois les dégâts constatés, comment identifier la présence de ces 3 ravageurs et comment faire pour ne pas les confondre avec les autres, André Fougeroux ? Pour Diabrotica, les dégâts peuvent être confondus avec ceux du taupin. Les larves qui sont présentes au pied du maïs permettent de faire l'identification. Et je vous renvoie à l'épisode qui a été fait précédemment, des antennes dans les champs dédiées au taupin. Vincent Guis ? Alors pour les mouches géomise et ocynie, très présentes en Bretagne, les larves responsables des dégâts sont des asticots qui sont présents soit dans le collet pour la géomise, ou soit alors présents dans le cornet de la plante pour l'ocynie. André, vous vouliez ajouter quelques mots sur la scutigérelle ? Alors, pour la scutigérelle, la confusion de dégâts peut être faite avec celle des nématodes. Les nématodes sont invisibles à l'œil nu. Par contre, la scutigérelle, en faisant très attention, on peut l'observer, mais très difficilement. Et souvent, il faut faire confirmer les symptômes, les dégâts, par un technicien. Il faut savoir aussi que la scutigérelle est surtout présente dans la région Nouvelle-Aquitaine et un peu plus généralement sur la façade atlantique. Enfin, Tony, qu'en est-il de la mouche du semis ? Alors pour la mouche du semis, qui sévit surtout sur la façade atlantique,
Les symptômes peuvent parfois se confondre avec des fontes de semis si l'observation est trop tardive. Sinon, c'est bien la présence de la larve dans la graine ou proche de la graine, les perforations de la graine et les restes de graines qui permettent de faire la différence. Alors comment faire, Tony, pour limiter les dégâts une fois que leur présence est repérée dans la parcelle ? Alors, une fois l'infestation avérée dans une parcelle, les dégâts suivent sans vraiment aucun moyen de les éviter. C'est vraiment la prévention, les mesures prophylactiques qui comptent et l'historique de la parcelle. Par exemple, dans les champs qui sont régulièrement la cible des mouches et des scutigérelles, il faut capitaliser sur la rotation, le choix de la variété bien adaptée, des dates de semis également pas trop précoces, une bonne qualité de semis pour capitaliser sur une croissance rapide de la culture. Alors, les engrais starter peuvent être aussi des compléments à la prévention. En quelque sorte, il faut vraiment engager une course contre la montre entre le maïs et les insectes grignoteurs. Pour faire simple, il faut atteindre le stade 6-8 feuilles le plus rapidement possible pour mettre la culture à l'abri. Pour Diabrotica, c'est une approche un peu différente. Alors oui, Diabrotica est spécifique du maïs. Et donc, on va avoir deux approches différentes. La première, ça va consister à couper les monocultures, à éviter de faire du maïs sur maïs sans arrêt, et donc introduire une culture de coupure. Et puis, on va compléter cette méthode-là avec l'utilisation de traitements insecticides localisés dans les raies de semis. C'est une approche d'ailleurs qui a été adoptée par l'ensemble des pays européens pour lutter contre ce ravageur introduit. Vous évoquez l'utilisation de traitements insecticides pour Diabrotica. Il en existe d'autres pour ces ravageurs du sol ? Oui, tout à fait. Certaines solutions insecticides utilisées en maïs dans la lutte contre le taupin, comme des protections de semences sous microgranulés à base de téflutrine ou encore des microgranulés à base de lambda cyanotrine, présentent un large spectre et ces solutions ont montré une efficacité sur plusieurs de ces ravageurs inhabituels. Mais pour plus de détails, on vous conseille de vous renseigner auprès de votre technicien. La Minute Culture, le hanneton par André Fougeroux. Je voulais juste, au titre de ces ravageurs inhabituels ou insolites, vous parler un petit peu d'un ravageur qui a fait parler de lui pendant des centaines d'années en France, qui a été le fléau des agriculteurs, qui s'appelle le ver blanc, et dont l'adulte est le hanneton. Alors on en entend parler régulièrement, de temps en temps il ressurgit, fait des dégâts sur les maïs, en couchant la plupart des cannes de maïs. Donc ces attaques de ver blanc ont été une plaie pour l'agriculture française. Et c'est ainsi qu'en 1844, par exemple, dans le département de la Sarthe, en distribuant des primes, on a fait ramasser jusqu'à 250 millions d'insectes qui ont été détruits par le feu pour se prémunir des attaques ultérieures. Et il n'y a encore pas si longtemps, dans la région d'Orléans, les enfants ont ramassé 1412 kilos de hannetons lors d'une collecte organisée par la Fédération départementale des groupements de défense contre les ennemis des cultures. Alors aujourd'hui, le hanneton est devenu un ravageur inhabituel, mais qu'il faut surveiller de temps à autre au gré des cultures et au gré des saisons. Vous venez d'écouter un podcast proposé par Syngenta. Nous avons besoin de vous pour relayer les précieuses informations que nous vous avons collectées ici. Alors n'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires et à liker cet épisode. Et surtout, n'oubliez pas, ne vous laissez pas surprendre. Syngenta France SAS, numéro d'agrément MP02249, distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Téflutrine, toxicité aiguë, voie orale, catégorie 2. Toxicité aiguë, voie cutanée, catégorie 2. Toxicité aiguë, inhalation, catégorie 1. Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1. Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1. Dangereux, respectez les précautions d'emploi. Lambda cyanotrine. Toxicité aiguë, voie orale, catégorie 3. Toxicité aiguë, voie cutanée, catégorie 4. Toxicité aiguë, inhalation, catégorie 2. Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1. Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1. Dangereux, respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale. Et pour l'environnement, conformément au principe de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.
Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées, se référer à l'étiquette du produit ou www.syngenta.fr. Produit pour les professionnels. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Podcast enregistré le 16 novembre 2020.